Merci Madame la Présidente. Le texte dont nous allons parler est assez important puisqu'il permet à un État membre de protéger à l'étranger les ressortissants d'un autre État membre lorsque celui-ci ne dispose pas de protection consulaire sur place. Donc, ce sont des circonstances qui peuvent arriver assez fréquemment. Et puis, de façon plus générale, ça n'est pas le seul objet du texte. Il organise aussi une solidarité entre États membres pour protéger les ressortissants de leurs États qui se trouvent à l'étranger. Et je dois dire que cette solidarité existait déjà puisqu'elle est à l'heure actuelle réglée par une directive 2015-637. Mais la proposition de directive qui nous est soumise apporte beaucoup de précisions et puis carrément insère des chapitres nouveaux dans le cadre de cette protection. Alors, exemple de précision, il y a beaucoup plus de détails qu'avant sur le déroulement de la coopération consulaire locale. Il y a également beaucoup plus de précisions qu'avant dans la préparation aux crises. Et puis, il y a des chapitres nouveaux qui sont peut-être encore plus importants. Par exemple, l'un concerne la réaction aux crises, puisqu'on vit malheureusement une période d'instabilité. Donc, voilà, on essaye d'organiser à l'avance comment nous allons collectivement réagir aux crises dans des États étrangers pour protéger nos ressortissants. Et puis, également, un important chapitre sur la protection des données à caractère personnel, puisque cette protection nécessite des échanges d'informations qui portent parfois sur des données extrêmement sensibles. Donc il était important de clarifier cette protection des données. Alors, vous l'avez compris, la proposition de directive me paraît très bonne. Néanmoins, on peut toujours s'efforcer de l'améliorer. Donc j'ai proposé 13 amendements. Sur les 13 amendements, il y en a 3 qui portent des améliorations de forme, dont je vous fais grâce. Les autres me paraissent un peu plus importantes, dignes d'être signalées. Mes amendements numéros 2 et 3 portent par exemple sur le rôle des délégations de l'Union. Les délégations de l'Union organisent des échanges d'informations, soit entre ambassades d'États membres, soit entre ces ambassades et les autorités locales ou des pays tiers. Et dans ce cadre-là, il me semble qu'il y avait un manque. Il n'y a pas mention de l'association du siège du SEAE à ces discussions. Et c'est d'autant plus étonnant que dans la directive 2015-637, cette association existait. Donc je pense qu'il faut impérativement rétablir cette présence du siège, puisque les délégations locales de l'Union, c'est très bien, elles sont sur place, mais le siège aussi a beaucoup d'informations et je pense que c'est une erreur que de se passer de ces services. Mon amendement numéro 5, lui, concerne la coopération consulaire locale, puisque les réunions jusqu'à présent étaient présidées dans le cadre de la directive 2015-637 par un représentant d'un État membre. Et là, c'est une révolution qui vous est proposée, puisque le principe qui serait adopté, c'est que les réunions seraient présidées désormais par un représentant des délégations de l'Union, et non plus par un représentant des États membres. Alors, sauf, précise la proposition, si les États membres décident du contraire. Et moi, il me semble que c'est une révolution copernicienne un peu trop importante, et je propose une solution à mi-chemin, c'est-à-dire garder la solution qui existe à l'heure actuelle, que ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, mais donner la possibilité si tous les représentants des États membres en conviennent, eh bien, de céder la présidence à un représentant des délégations de l'Union. Il y a également des amendements qui sont les numéros 4 et 12 qui cherchent à préciser les droits des citoyens européens. Alors l'amendement 4 précise de quel type de sécurité on parle, quel est le type de sécurité qu'on cherche à protéger. Le texte était un peu flou. Je précise de préciser qu'il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, et pas seulement de la sécurité en général. J'insère aussi un petit passage sur le respect de la dignité humaine, puisque assez curieusement, elle n'est jamais mentionnée. Un passage aussi sur la non-discrimination, puisque ce sont en réalité, on le sait bien par expérience, des risques qu'encourent nos citoyens européens à l'étranger, surtout dans les situations de crise. Voilà, donc en ce qui concerne l'amendement 12, eh bien, il s'agit de préciser les voies de recours en cas de violation des droits conférés par la présente directive.
Le texte, curieusement, sur la garantie des droits était un peu flou, donc j'essaye d'apporter un peu de précision sur les voies de recours. Alors, en restant prudent, bien sûr, puisqu'on est dans le cadre d'une directive et pas d'un règlement, qu'il faut laisser une marge de manœuvre aux États. Et puis, j'ai également les amendements 6 et 9 qui apportent des précisions techniques, mais qui me semblent importants. L'amendement 6 sur le plan d'urgence consulaire, donc quelque chose qui est élaboré à l'avance pour faire face aux crises éventuelles. Et curieusement, il n'y a pas dedans la mention des capacités d'évacuation disponibles. Et je pense que dans un plan d'urgence, il faut évaluer les capacités d'évacuation, parce que sans ça, il me semble même que c'est l'élément majeur, à dire vrai. Quand une crise survient, il ne faut pas qu'on s'interroge au dernier moment sur le montant de ces capacités d'évacuation. Il faut que ça soit clair dès le départ. Voilà. Dernier type d'amendement, ce sont les 1, 11 et 13 qui consistent à raccourcir des délais. Alors les deux premiers, il s'agit du même délai, les 1 et 11. C'est le délai de conservation des données. La proposition prévoit deux types de délais, 12 mois de conservation pour les États dont la personne concernée n'est pas ressortissante et le double, 24 mois pour l'État dont la personne concernée est ressortissante. Alors il me semble difficile de diminuer le délai de 12 mois puisqu'il y a pas mal d'autres délais, d'autres procédures qui sont prévues dans le texte et ce délai de 12 mois, j'en ai peur, est incompressible. En revanche, doubler ce délai pour l'État dont la personne est ressortissante, ça me semble beaucoup et je propose de raccourcir ce délai de 24 à 18 mois, puisque je le répète, il y a des informations extrêmement sensibles dans ces échanges d'informations. Ça peut porter notamment sur les opinions, sur les origines ethniques, etc. Donc on n'est jamais trop prudent. Et puis le numéro 13, lui, porte sur tout simplement la date d'évaluation des résultats de la présente directive. Ce que proposait la Commission, alors c'est d'une souplesse assez ahurissante, c'était que cette évaluation n'interviendrait pas avant un délai de 8 ans. Donc, vous voyez, on se donnait des coudées assez larges. Et moi, je pense qu'il faut procéder à cette évaluation plus rapidement. Et je propose qu'elle intervienne dans un délai compris entre 5 et 7 ans à compter de la mise en œuvre de la nouvelle directive. Ça me semble beaucoup plus raisonnable pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça donne, tout simplement. Là, il y a un problème aussi d'information, de transparence à l'égard du Parlement européen. Il est important que nous sachions comment ce nouveau texte marchera sur le terrain. Voilà, vous l'avez compris, rien de révolutionnaire. J'ai essayé d'apporter quelques améliorations à ce texte, mais qui, je le répète, est vraiment bon.